Vivre en Utah dans l'État des Mormons. C'est un épisode assez personnel pour moi, puisque je connais bien cette communauté. Ma grand-mère était membre de l'église mormone en France et l'une de mes tantes a épousé un Américain mormon. Ils vivent maintenant en Arizona. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas mormone moi-même. Mais quand j'étais petite, j'ai accompagné ma grand-mère aux réunions. Ce sont leurs messes du dimanche matin. Eux appellent ça réunion. J'ai déjà assisté à des baptêmes mormons et lors de mes voyages en Arizona, j'ai aussi assisté à des réunions mormones avec mon oncle et ma tante. Cette vidéo ne sert pas du tout, alors pas du tout à faire du prosélytisme ni à donner un cours de théologie. Je vais développer l'Utah comme n'importe quel autre État avec les angles habituels, sécurité, emploi, coût de la vie, éducation, retraite, etc. Mais il faut bien parler des Mormons, puisque la vie là-bas a été façonnée par cette communauté. Je m'étendrai un peu plus sur cette religion en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse, mais ça restera réaliste et ça ne ressemblera pas au reportage sensationnaliste habituel. Pour commencer, une précision. Nous, les Européens, on les confond souvent avec une autre communauté qui fascine, les Amish. Et souvent, on me demande, mais quelle est la différence? Eh bien, la différence, c'est qu'ils n'ont rien en commun. On a tendance, nous, Français ou Européens de manière générale, à tous les mettre dans une case communauté chrétienne un peu à part, un peu bizarre. Mais les Amish ne vivent pas du tout en Utah. Et ils ont un refus de la modernité qui n'a absolument rien à voir avec la mentalité mormone. Et si les amis, je vous intéresse, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, car ce sera le sujet de la semaine prochaine avec l'épisode sur l'Ohio. On s'attaque donc au Beehive State, l'état de la ruche. La ruche qui symbolise l'effort collectif et le travail qui sont les valeurs chères à la communauté mormone. L'Utah est entouré du Wyoming, de l'Idaho, du Colorado, de l'Arizona, du Nevada et du Nouveau-Mexique. C'est l'un des États les plus jeunes des États-Unis où l'âge médian est de 30 ans. Une démographie portée par une tradition familiale très forte et un taux de natalité historiquement élevé. L'histoire de l'Utah moderne tient en grande partie à un homme et à un périple. Brigham Young, qui accompagnait des pionniers mormons, ont fui les persécutions violentes de l'Illinois et du Missouri pour s'établir au milieu du désert et pouvoir vivre leur foi en paix. Il n'était d'ailleurs pas seulement un chef religieux, mais un urbaniste hors pair, qui a dessiné les plans de la ville de Salt Lake City. Une fois élu gouverneur, il fonde des banques et l'une des plus grandes universités, BYU, financée par l'Église mormone. C'est sous sa présidence que la polygamie est officiellement autorisée et Monsieur Young ne s'est certainement pas privé puisqu'il a eu tout de même 55 épouses. Alors pourquoi la polygamie pour les Mormons? C'est pas tout à fait pour les raisons libertines qu'on peut imaginer puisque l'Église examinait chaque foyer avant de consentir à célébrer une union. L'homme devait avoir le pouvoir financier d'entretenir tout le monde, c'est-à-dire toutes ces femmes et tous les enfants qui allaient venir. Et le but, c'était de repeupler la communauté après les persécutions, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui avaient été tués. Les femmes issues d'unions polygames qui estimaient ne pas être bien traitées et qui souhaitaient mettre fin à leur mariage obtenaient le divorce très facilement. C'est quelque chose que personne ne sait, mais en fait, le taux de divorce à l'époque était très élevé. En 1890, c'est la fin officielle de la polygamie. Les Mormons ont l'obligation de se soumettre à la loi américaine. Le gouvernement fédéral refusait de laisser entrer l'Utah dans l'Union tant qu'elle pratiquait la polygamie. Et en 1904, l'Église renforce encore l'interdiction de cette pratique en excommuniant de façon radicale et immédiate tous les membres contractant ou célébrant un mariage plural. Le climat en Utah. C'est un climat semi-aride à 4 saisons. Les étés sont chauds et secs, autour de 35 degrés en juillet-août, mais sans l'humidité écrasante du sud. Les hivers sont froids, très enneigés. Salt Lake City compte plus de 110 jours sous zéro par an. Et les montagnes reçoivent ce qu'ils appellent la meilleure neige du monde. Côté risque naturel, il n'y a pas d'ouragan, mais on s'inquiétera plutôt des séismes. Il peut y avoir des incendies en frange urbaine et une sécheresse marquée par le niveau historiquement bas du Grand Lac Salé. La cuisine. La gastronomie locale garde ses classiques curieux, la fry sauce, ketchup mayo, les funeral potatoes, un gratin de pommes de terre crémeux traditionnellement servi lors des réceptions familiales et paroissiales, et une consommation record de jello. Mais nous sommes dans l'Utah, donc parlons surtout de ce qu'on y boit et surtout de ce qu'on n'y boit pas. Pour les Mormons, le café et le thé sont proscrits. Pour le petit coup de fouet caféiné, ils se rabattent plutôt pour les sodas. L'alcool, c'est tout simplement interdit pour eux de manière stricte et totale.
Et même si vous n'êtes pas mormon et que vous souhaitez acheter de l'alcool de plus de 5 degrés, en Utah, vous ne pourrez pas le faire en supermarché. Vous devez vous rendre dans un magasin d'État fermé le dimanche et les jours fériés. Et si vous souhaitez consommer de l'alcool dans un bar, vous devez automatiquement commander à manger avec. La sécurité. C'est l'un des énormes points forts de l'Utah. Si Wallet Hub le classe 23e, les données du FBI placent régulièrement l'Utah dans le top 10 des États les plus sûrs, avec un taux de criminalité violente 36% inférieur à la moyenne nationale. Cette tranquillité s'explique en grande partie par une cohésion sociale forte, un esprit de voisinage vigilant et des structures communautaires très actives. En gros, les Mormons, la majorité ne sont pas des délinquants, quoi. Salt Lake City, intramuros, concentre l'essentiel des vols, mais les banlieues résidentielles de Wasatch Front, les Heat, Draper, South Jordan, affichent une sérénité et des taux de criminalité extrêmement bas. L'éducation. L'Utah arrive deuxième sur 50 pour l'éducation et la santé. La transmission et l'instruction y sont des piliers culturels majeurs. Le système public affiche d'excellents résultats au lycée. Côté supérieur, l'écosystème est brillant. L'University of Utah est très réputée en médecine. Utah State et surtout Brigham Young University, BYU à Provo, c'est l'une des plus grandes universités privées du pays. Elle offre des frais de scolarité très bas et un cadre très structuré. Pour les aides, l'opportunité scholarship offre jusqu'à 3 200 $ sur 4 semestres pour les lycéens méritants du secteur public. Et 98% des étudiants sont mormons. La fiscalité. L'Utah applique un impôt sur le revenu à taux unique. En baisse continue depuis 6 ans, il atteint à peu près 4,45% en 2026. Aucune taxe municipale sur le revenu. La taxe de vente tourne autour de 7,2% combinée. L'excellente nouvelle vient de la taxe foncière, seulement 0,48% en moyenne, l'une des plus basses de tous les États-Unis. L'économie et l'emploi, c'est le moteur absolu de l'État. Silicon Slopes, le corridor tech entre l'EI et Provo, regroupe plus de 7000 entreprises et génère près de 30 milliards de dollars de PIB. Qualtrics ou Domo y sont nés, tandis qu'Adobe, Microsoft et Goldman Sachs y ont de grands campus. L'Utah bénéficie d'un atout unique, le service missionnaire de 2 ans effectué par une grande partie des jeunes mormons à l'étranger. Ça produit une main-d'œuvre locale hyper polyglotte, disciplinée et très prisée par les multinationales. Ajoutez à cela la défense autour de Bill Air Force Base et le tourisme des 5 parcs nationaux comme Zion, Bryce Canyon, etc. Et vous obtenez une économie ultra dynamique. Le coût de la vie et l'immobilier. C'est le point de tension. Même si l'Utah se classe sixième pour l'accessibilité financière et grâce aux revenus élevés et aux faibles taxes foncières, le logement est devenu très cher. Pourquoi? Parce que le combo sécurité maximale et excellente éducation a attiré beaucoup de monde, y compris venant de Californie et d'autres États alentours. Le prix médian d'une maison avec 3 chambres à Salt Lake City a facilement 500 à 600 000 dollars. Provo oscille entre 450 et 600 000 dollars aussi. En location, coûtait entre 1 800 et 2 400 $ par mois. En revanche, l'assurance habitation reste parmi les moins chères des États-Unis. 1 200 à 1 400 $ par an en moyenne. Si vous avez visionné la vidéo sur la Floride, vous savez que là-bas, elle peut monter jusqu'à 8 000 $. La retraite. Être retraité en Utah, c'est vivre dans un environnement privilégié, mais traversé par de vrais contrastes. Portés par un système de santé d'une excellente qualité et une culture du bien-être, les seniors bénéficient ici d'une longévité exceptionnelle. Et ils restent hyper actifs le matin sur les pistes de ski ou les sentiers de randonnée, l'après-midi en route vers le sud de l'État à Saint-Georges, véritable havre de douceur à seulement 1 h 30 de Las Vegas, pour fuir les rigueurs de l'hiver. Pour les seniors mormons, c'est un épanouissement humain total, bercé par le bénévolat et la proximité de grandes tribus familiales où l'on vit entouré d'une grande nuée de petits-enfants. Mais le tableau comporte son ombre. L'hiver attire le phénomène d'inversion thermique qui emprisonne en fait la pollution dans la vallée de Salt Lake et ça altère fortement la qualité de l'air et pousse les poumons fragiles à fuir momentanément vers les déserts ocres du sud. Classement global, l'Utah est classé 8e sur 50, toutes catégories confondues. C'est un excellent score, surtout grâce à l'éducation, à la santé et à la sécurité. Verdict final, c'est un bon 7,5 sur 10.
L'Utah coche presque toutes les cases: économie florissante, sécurité rassurante, éducation de premier ordre et nature grandiose. L'influence mormone, loin des clichés sensationnalistes, y a forgé une société remarquablement organisée, accueillante et axée sur la famille. Le seul vrai bémol reste la hausse rapide de l'immobilier. L'Utah, c'est donc fait pour toi si tu travailles dans la tech ou la finance, si tu es sportif et passionné de grands espaces, si tu cherches un environnement d'une sécurité exemplaire pour élever des enfants et que tu aimes la cohésion communautaire. À réfléchir en revanche si tu as un budget immobilier serré pour Salt Lake City ou si tu aimes la vie nocturne débridée, sortir dans les bars ou les boîtes de nuit. Ce n'est définitivement pas fait pour toi si tu fuis la neige et que tu cherches à t'expatrier aux États-Unis dans le but de ne pas payer d'impôts sur le revenu, ou encore si tu es mal à l'aise dans un État où les valeurs traditionnelles et la présence religieuse imprègnent fortement la vie quotidienne. Et comme promis, je voulais revenir un peu plus longuement avec vous sur les Mormons et leurs valeurs. Vous l'aurez compris, si l'Utah a une telle qualité de vie aujourd'hui, c'est en grande partie le fruit du travail de cette communauté. Mais de manière générale, les Mormons intriguent énormément, y compris les Américains eux-mêmes. Beaucoup de gens s'y perdent un peu sur la question de la polygamie, notamment à cause de groupuscules sectaires qui se revendiquent mormons. Mais alors, qu'en est-il vraiment? Parce qu'on regarde toujours les documentaires sensationnalistes qui sont axés sur ces gens-là. Mais les vrais mormons qui vivent en Utah, est-ce qu'ils sont vraiment comme ça? Eh bien, ces communautés dissidentes, ces groupuscules, ils ont été excommuniés et ils sont complètement rejetés par l'Église officielle, dont le nom exact est l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les Américains les appellent tout simplement LDS. Si vous parlez de polygamie à un mormon aujourd'hui, à un mormon américain, il y a de fortes chances en fait pour qu'il soit vraiment très vexé ou blessé d'être assimilé à ces groupes-là. Ils considèrent qu'ils n'ont strictement rien à voir avec eux et n'ont aucune indulgence sur ces pratiques. Ça les agace d'ailleurs les reportages et même les séries télévisées qui mettent beaucoup en scène des familles polygames parce que eux ne sont pas comme ça. La polygamie, ça représente 0,3% de la communauté mormone. On ne peut pas les assimiler les uns aux autres. Les mormons considèrent qu'ils n'ont strictement rien à voir avec ces groupuscules et ils n'ont aucune indulgence sur ces pratiques. Sur la question sectaire, il faut savoir qu'il y a environ 40 000 mormons en France. Vous en avez peut-être croisé sans le savoir. Les rapports officiels et la justice française ont bien établi qu'il ne s'agit pas d'une secte. On peut en sortir quand on veut et les membres qui quittent l'Église ne sont pas menacés. Moi, mon propre père, en grandissant, il n'a pas du tout souhaité rester mormon. Il n'a pas suivi la religion de sa maman et personne n'est jamais venu lui reprocher, personne n'a jamais sonné à notre porte, même quand j'étais enfant. De la même manière, la dîme, c'est-à-dire le don de 10% des revenus, ça n'a rien d'un impôt forcé. Personne ne va venir toquer chez vous avec un huissier si vous ne la payez pas. En gros, un fidèle peut continuer à venir à l'église et aux réunions du dimanche. En revanche, ne pas payer la dîme, ça l'empêchera d'obtenir son accès au temple et donc d'assister au mariage religieux de ses proches, par exemple. Il aura le droit d'aller au mariage civil, mais il ne pourra pas pénétrer dans le temple. Un petit mot sur, les réunions, donc leur messe à eux, dans une église mormone, c'est quelque chose d'assez simple et familial. Moi, quand j'étais petite, on me donnait des coloriages pendant que les hommes et les femmes allaient chacun, à leur tour s'exprimer au pupitre. C'est vrai que c'est pas que les prêtres qui vont parler, contrairement à beaucoup de religions. Il y a aussi un rituel qui rappelle la communion catholique. En fait, il y a 2 plateaux qui circulent dans la salle. L'un avec des tout petits verres d'eau, en plastique, pas de vin évidemment, l'alcool étant proscrit, et l'autre avec des petits morceaux de pain. C'est un moment qui est plus informel qu'à une messe catholique aux États-Unis. À l'église mormone, par exemple, un jour, j'ai le souvenir d'un petit garçon qui s'était servi une énorme poignée de pain dans le plateau. Bah, ça avait fait rire tout le monde. C'est plus, voilà, c'est plus informel. Concernant la discipline interne, la polygamie n'est pas la seule cause d'excommunication. L'Église exclut également pour des faits graves comme les violences intrafamiliales, les agressions sexuelles, les crimes ou les détournements de fonds au sein de la paroisse. C'est une communauté qui est très intransigeante sur la morale. L'excommunication touche aussi ceux qui font le choix d'apostasier publiquement. Vous trouverez d'ailleurs beaucoup de leurs témoignages sur YouTube. Il suffit de taper ex-mormon et vous allez avoir plein de gens qui témoignent. Donc ces gens-là sont excommuniés par l'Église, même s'ils ont décidé eux-mêmes de partir. Ou ceux qui se font baptiser dans une autre religion, c'est pareil, ils sont excommuniés. Cela dit, la doctrine mormone accorde aussi une place importante à la repentance.
Sur un plan plus pratique, on doit aussi à cette communauté des contributions impressionnantes. La généalogie d'abord. Si vous utilisez le site gratuit Family Search, sachez qu'il est entièrement géré par eux. Vous pouvez retrouver vos ancêtres. C'est eux qui ont inventé la généalogie, notamment pour baptiser les morts. Alors c'est quelque chose qui peut choquer. Bon, eux y croient. J'ai envie de vous dire, on peut se réjouir du site Family Search. Bon, voilà, ou pas. Près de Salt Lake City, ils ont même creusé un sanctuaire souterrain dans la montagne. C'est une réserve qui est ultra sécurisée, qui conserve à l'abri des guerres des milliards de microfilms et d'archives d'état civil venus du monde entier, y compris de France. Cette passion pour la généalogie a d'ailleurs permis de faire des recherches sur le génome, ce qui a fait énormément avancer la médecine. On leur doit aussi toute une culture de la préparation aux crises et du stockage alimentaire. Depuis le 19e siècle, les dirigeants mormons encouragent chaque foyer à garder chez soi entre 3 mois et 1 an de nourriture non périssable et d'eau potable. Dans les maisons en Utah, il y a presque systématiquement une pièce garde-manger dédiée à ça, hein. L'histoire des pionniers persécutés et isolés dans le désert leur a appris à ne jamais dépendre des secours extérieurs en cas de coup dur. L'Église gère même ses propres centres de stockage où n'importe qui, c'est-à-dire même les non-mormons, peuvent acheter des kits de nourriture lyophilisée qui se gardent jusqu'à 30 ans même. Et pour vous donner mon avis personnel, même si je n'adhère pas du tout à leur théologie, je pense que c'est une communauté formidable à côtoyer. Tout comme les Amish d'ailleurs, si vous ne voulez pas rater cette vidéo sur l'Ohio, abonnez-vous, on en reparlera la semaine prochaine. Mais je disais que la vie au milieu des Mormons, en général, elle est très paisible. Ce sont des gens connus pour être droits, polis, très serviables. Vous emménagez à côté de chez eux, ils vous accueillent avec une tarte, ils vous aident, les jeunes aident spontanément les personnes âgées. Il y a une vraie culture du civisme. Voilà, ils sont polis, ils sont agréables. Alors peut-être qu'ils croient à un mensonge. Moi, je pense que oui, mais qui sommes-nous pour juger? D'ailleurs, de toute façon, le visage de l'Utah, il est en train de changer. Sa qualité de vie attire aujourd'hui de nouveaux habitants venus d'ailleurs avec d'autres opinions. Et avec Internet, il y a beaucoup de Mormons qui remettent en question leur foi. Il y a tout un mouvement d'ex-membres qui témoignent des raisons de leur départ. Ils dénoncent parfois une rigueur lourde, ils questionnent l'histoire du prophète fondateur Joseph Smith. Et en 2013, il y a un fidèle, Jeremy Runnels, qui a publié un document recensant toutes les incohérences historiques et les zones d'ombre de la religion, ce qui a provoqué une vraie onde de choc et des départs massifs. Donc voilà, j'espère que cette parenthèse vous a plu, qu'elle vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur une communauté qui est souvent caricaturée dans les médias parce qu'ils veulent vendre du sensationnel, c'est ce qui fait vendre. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, en restant courtois bien sûr. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une plongée au cœur de l'Ohio.